un test, n'importe où. Il y a une école ici, on va rentrer dans l'école, là, c'est des petits pits, là. Je vais chanter le rap à quoi, là? Mais c'est certain qu'il va y en avoir des petits qui vont dire rap à bébé. Donc, c'est une clé pour entrer. Je vais partout avec ça, puis je peux avoir tout de suite l'attention. T'as écrit le fric de Montréal, là. Ouais. C'est moi le fric de Montréal. Récite-moi quelques strophes. La tête qui craque, j'ai un stéréo dans mon cerveau, j'ai du vin dans ma cuillère. C'était la semaine des 3 jeudis, on a sniffé du patchouli à la Mustang Sky Lolo. On est voir Pink Floyd, on a mangé des hot dogs. On s'est rendu au 7e ciel, le bon Dieu nous a demandé à rappel. On écoutait des records psychédéliques, etc. C'est moi le freak de Montréal. J'ai mis des ailes dans mes bretelles. Un stéréo dans mon cerveau. On est allé voir Pink Floyd, on a mangé des hot dogs. C'est de la poésie, ça. Tu dis, non, mais c'est de la poésie alimentaire. Je mangeais d'ailleurs un hot dog. C'est vraiment de la grande poésie, Lucien. On est allé voir Pink Floyd, on a mangé des hot dogs. Et si je te lisais de Rimbaud des trucs qui ressembleraient à ça, qu'est-ce que tu dirais? Parce que je peux te lire des vers de Rimbaud où il y a des trucs orduriers ou vulgaires. On ne poserait pas la question, on dirait, ben, les Français l'ont accepté. C'est de la poésie. Sonnet du trou de cul de Rimbaud. Le sonnet du trou de cul? Pas une sonnette dans le trou de cul, c'est le sonnet du trou de cul. Donc, je pense que... Pour toi, c'était de la poésie quand même. C'est aussi important tes chansons. Pink Floyd Hot Dog ou Pink Floyd Hot Dog, c'est une rime populiste, c'est une rime grégaire de rue et c'est une poésie de rue. Et puis, je venais d'un monde dur, d'un monde de rue et j'y pense des fois. Puis je me dis, mais comment j'ai fait pour me hisser comme ça, partant de la rue, assez démuni, là. J'avais quand même laissé l'école en 9e année. Mais tu étais quasiment SDF, c'est ça? Tu te promenais dans la rue, tu vivais dans la rue, toi, ici, à New York, à San Francisco. Moi, de l'âge de... C'est quoi quand tu avais 18-19 ans, ça semblait? De l'âge de 14 ans à 18 ans, j'ai vécu dans la rue. J'ai couché dans la rue. Tu as décidé de sacrer ton camp à 14 ans, c'est ça? Par la fenêtre de ma chambre, une semaine avant Noël. OK? Je m'en souviendrai toujours. Mon père, il s'était fâché parce qu'on avait les cheveux sur les épaules. On était obligé de les attacher comme je fais là, puis les cacher dans la chemise. Comme ça, pour aller à l'école, on cachait ça. Bon. Là, c'était le barbier samedi. Et moi, samedi, c'est ma salle de danse avec mes blancs. On ne va pas arriver là, ben. Fait que là, à un moment donné, non, ils vont pas me couper les cheveux. Alors, je suis sorti par la porte de ma chambre. J'ai piqué à travers le champ, dans de la neige jusqu'ici. J'ai fait du pouce sur la route 2. Il faisait fret. J'étais en mocassin, une Canadienne ouverte. Je me suis rendu à Montréal, à la Paloma, sur Clark. J'ai rejoint une couple de mes chums. Puis donc, on s'est sauvé à New York, sur la pousse. Pourquoi on n'est pas mort? Pourquoi, tu sais, une fille, 2 gars, mineurs, 15 ans, embarqués avec des gars louches sur la route, des routes de campagne marginales, où ils nous amènent. J'ai été 3 mois à New York à errer dans les rues. Donc, c'est une vie dure, c'est une vie jeune, c'est une vie précoce pour être dans la rue. Je me suis sauvé de chez nous pour être libre. Et finalement, j'ai jamais été aussi prisonnier d'un mode de vie dans la rue où je devais dépendre de tout le monde pour me faire aider. Donc, c'est un paradoxe infernal. Moi, mes chums me disaient, je me rappelle, mes Lucien, mes apprentis, mes chums qui avaient mon nom, et là, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas de diplôme, tu vas pas travailler, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je veux rien faire. Je veux rien faire, je veux qu'on me laisse faire. Et je suis parti. Et c'est comme ça. Je l'ai pas regretté, mais peut-être que si j'étais pas parti, mais je serais peut-être un architecte, un ingénieur aujourd'hui. Tu vis à Outremont, dans une maison bourgeoise, t'es professeur. T'es à 100 000 lieues de tes tripes de poètes, sa route et tout ça. C'est-tu un salade? Je te dirais que si j'avais pas eu d'enfant, j'avais pas eu ma fille Virginie, je pourrais faire cette réflexion-là, à savoir, ben j'ai frayé un peu trop peut-être avec les commerçants. OK? Parce que c'est quoi FM, les radios, c'est les commerçants, c'est les commerçants, tu vois, le code d'écoute, à code d'écoute. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de gagner sa vie pour faire vivre sa fille, nourrir sa fille, l'envoyer à l'école? Donc, moi, à un moment donné, j'ai un choix à faire. Si je continue comme ça, j'ai un enfant, qu'est-ce qui va arriver? Maison, nourriture, école, vêtements. Si je suis à cette île, en train de faire un show, puis je vais revenir à Montréal avec 75$. Ce qui est le son d'à peu près 3/4 des bennes québécois quand ils rentrent à la maison, puis on se putain à payer de 50$. Quel genre de père que t'es? Ou que t'étais? Moi, j'ai été un père... T'as été longtemps absent? Bon, moi, j'ai pas voulu d'enfant, premièrement, parce que j'ai dit, je vais pas mettre un enfant qui va me ressembler, qui va avoir une vie comme moi problématique. Deuxièmement, cette planète-là ne m'intéresse pas, donc pour procréer, mettre un enfant, etc., bon,
pas du tout. Sauf que, quand on est arrivé, Claudine et moi, un peu avant la quarantaine, tout s'est allumé et Virginie a été conçue. Moi, j'avais mis mes conditions fermes au départ. Je ne fais rien, je ne change pas de couche, je ne fais pas de bouteille de lait, on engage du monde, des nurses, tout. Je ne veux jamais entendre rien pleurer, rien. Je veux pas d'enfants dans ma maison, je veux pas de chat, je veux pas rien, je veux des records, des guitares, des motoconvois, OK, là? Ça m'achète pas. Mais qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ah, là, on a accouché. T'as fatigué après l'accouchement. Ben là, moi, j'ai commencé pour le livre de Louise Lagacé-Lambert, faire des purées, là. Moi, je faisais des sandwichs aux tomates toastées, brûlées. Alors là, faire des purées. Bon, des petits cubes de glace, on fait la purée, on met ça dans des petits cubes, on met ça dans des sacs. Alors, j'étais, les gens m'appelaient, qu'est-ce que tu fais? Dans la purée, man. Là, je fais du brocoli aujourd'hui. Demain, je fais des choux-fleurs. Alors, j'ai fait tous mes petits pots moi-même. Mais devenu un spécialiste, il ne va pas me rencontrer sans avoir une conversation à moi, non pas quel était le meilleur pote à Montréal, mais quelle était la meilleure blender pour faire les petits pots et les affaires. Alors, je t'ai rendu et je t'ai invité partout pour discuter de ça, tu sais, l'alimentation du bébé versus le petit pot, puis ce qu'on fait. C'est investi là-dedans. John Lennon a fait ça, et je me comparais, moi je disais, je suis comme John Lennon, je reste à la maison, puis Claudine Clos s'en va comme Yoko s'en allait, puis moi je suis dans la purée. Et Louise Lambert-Lagacé, ça a été mon auteur préféré longtemps. Avec Simon de Beauport. Après la pause, on continue notre conversation avec Lucien Francaire.